Le journal Daimler. Xetla-Notak, la cité des anguilles. C'est ainsi que l'appelaient les locaux des forêts luxuriantes de ce monde nouveau et inconnu. J'avais embarqué à bord d'un galion bretonien, en partance de l'Anguille, pour le plus grand périple de ma carrière. Le lecteur assidu ne sera pas sans connaître mes travaux précédents sur la traduction des hiéroglyphes antiques des ruines sablonneuses d'El Sefra, ou encore la découverte des vestiges du bastion perdu de Barak-Girt. Ces exploits m'ont bien sûr valu de grands honneurs, et une notoriété à l'égal de ces derniers. Mais ils seront totalement éclipsés par les révélations que je m'apprête à vous décrire céans. Ces notes sont l'attestation d'un empire qui, au sommet de sa gloire, a rayonné sur le monde entier. Un empire dont l'éclat n'a eu d'égal que sa chute, soudaine et brutale. Mais voilà que je m'égare. J'avais débarqué sur les côtes du Nouveau Monde voilà 15 lunes. L'équipage de mon embarcation ne m'avait pas suivi. Composé en partie de canailles dont la liberté ne leur appartenait plus, et en partie de petits marchands cupides peu prompts à la découverte ou à la curiosité, ils avaient tous refusé sans même envisager la bourse pleine de couronnes qui leur était proposée. Une réaction qui ne manqua pas de m'étonner, car, après de nombreuses soirées à boire en leur compagnie, j'étais arrivé à la conclusion qu'un bon tiers d'entre eux seraient prêts à vendre leur mère contre de menus deniers. J'appris plus tard, auprès des autochtones, que la partie de la forêt dans laquelle j'allais m'engager était maudite. Ce n'était pas la première fois que mon entreprise était retardée par le caractère superstitieux typique des hommes de la mer. Après une nuit, dans une cahute aussi respectable qu'il est possible de l'être dans un village de cette partie du monde, je pris donc la route, seul, à travers la jungle. L'air lourd de la région irritait la peau là où elle était en contact avec le tissu. C'était comme d'avancer à travers une pluie stagnante, flottant immobile entre les arbres. Chaque fibre de mon pactage, chaque parchemin, chaque vêtement de rechange que j'avais pris pour l'occasion, sous les bons conseils d'un officier de la marine zélé, n'aurait pu être plus imbibé d'eau si on les avait plongés dans une bassine. Mes supports écrits se désagrégeaient dans la main, et je compris bien vite qu'il me faudrait retenir tout ce que je verrais pour le coucher sur le papier à un moment plus opportun. La première nuit fut rude. Le bois détrempé refusait de s'enflammer, malgré l'ajout d'huile au foyer pour capter l'étincelle de ma pierre à feu. Loué soit Raya, la nuit, bien que profonde et terrifiante, était chaude. Fort de mon expérience dans le marais maussade du Westland, le hamac que j'avais installé me procurait une paix toute relative vis-à-vis des nuisibles rampants, ce qui me permit de fermer l'œil pendant quelques heures. Il est difficile de déterminer l'heure qu'il est dans la jungle, la canopée filtrant le soleil comme un linge d'émeraude étendu entre les vastes troncs. Il en va de même quant à l'orientation, et je craignais de m'être écarté de mon itinéraire, ou de tourner en rond. Fort heureusement, ma fidèle boussole remplissait toujours son office, ce qui me permit d'aller plus en avant. Les second et troisième jours ne furent guère plus réjouissants. J'avançais plus lentement que prévu, et le doute m'assaillait un peu plus à chaque heure qui passait. Le quatrième jour, une pluie torrentielle digne de la colère de Thal frappa la région. Le sol devint boueux. Je faillis perdre un de mes souliers
arraché à ma personne par la succion de la vase toujours plus haute. Perdre une botte, dans un environnement comme celui-ci, équivaut à un arrêt de mort. Aussi je décidai de m'arrêter et de me réfugier en hauteur pour profiter de la sécurité toute relative d'une grosse branche. Sage décision. À peine quelques minutes plus tard, le bourbier se changea en torrent. Les eaux déferlèrent de longues heures durant, et ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le calme revint. Impossible de progresser sans lumière ici, et la lanterne attire l'attention de créatures chitineuses que je préférerais éviter autant que faire se peut. Je repris mon chemin le lendemain, avançant prudemment pour ne pas finir mes jours dans un bourbier infesté de sangsues. C'est là que je tombai enfin sur le village pygmée. Ces humains de petite taille, semblables à des halflings à la peau d'ébène, peuplent une partie de cette jungle luxuriante. Ils habitent de petits villages dispersés çà et là, et n'ont que peu de contact avec les colons du vieux monde, installés sur la côte. Bien que ne parlant pas la langue commune, je fus en mesure de faire jouer mes talents d'acteur renommé pour leur faire comprendre les tenants et aboutissants de ma mission. L'endroit que je cherchais se prononçait Xeltanoktak, dans leur langue cliquetante. La convivialité des petits hommes était très surprenante, bien que quelque peu indélicate. Je ne pus m'empêcher de remarquer la maestria avec laquelle certains de leurs bâtiments les plus anciens avaient été bâtis. De grandes structures en pierre, ornées de fresques aux couleurs passées, mais dont les gravures érodées gardaient une partie de leur splendeur d'antan. Sur le moment, il m'était ardu de ne pas rester quelques jours pour en apprendre plus sur ces structures, et sur les armes d'obsidienne portées par leurs gardiens. À la lueur de ce que je sais désormais, les théories les plus folles se bousculent dans ma tête quant à cette énigme. Néanmoins, il me fallait alors avancer. D'autant plus que, selon mes sources, les ruines qui faisaient l'objet de mon voyage devaient se trouver à moins d'un jour de marche au sud-ouest de ce hameau. Sources qui se révélèrent de toute évidence erronées, puisque je mis en réalité 2 jours avant d'installer ce qui deviendrait mon dernier campement. La vue était stupéfiante. Je m'étais levé aux aurores, plein d'entrain, sous les raies de lumière tamisées de l'astre solaire. Après une petite heure à peine, j'avais atteint un vallon. Une butte formait une pointe maladroite qui surplombait à son apogée les arbres environnants. Je me mis en tête de l'escalader afin d'avoir un aperçu des alentours. Je grimpais tant bien que mal les roches couvertes de mousse, prenant appui sur les lianes glissantes. Tandis que j'atteignais le sommet, le monde s'ouvrit à moi. Je ne mens pas, cher lecteur, en vous disant que cette vision est, et sera sans aucun doute possible, la plus belle de toute mon existence. L'immense vallée à mes pieds sillonnait jusqu'à l'horizon comme un lacet verdoyant de plusieurs centaines de mètres de largeur. Les grands arbres, survolés par des espèces encore inconnues d'oiseaux multicolores, s'étendaient dans toutes les directions, à perte de vue. Le vrombissement des libellules, l'odeur sucrée des sucs végétaux environnants, le léger vertige euphorique, dû à la hauteur, couplé à la chaleur de la lumière du soleil qui caressait mon visage pour la première fois depuis que j'avais quitté le galion presque une semaine plus tôt, me donnèrent l'impression incroyable et nouvelle de vivre véritablement. Un instant qui transcendait l'âme et le temps, une renaissance. Est-ce cela qu'avait ressenti Gilles le Breton lorsque la Dame du Lac lui était apparue?
ou les soldats des armées naines lorsque Sigmar se présenta sur les flancs du col du Feu Noir, rayonnant de divinité, à la tête d'une armée rédemptrice? J'admets avoir pris le temps de savourer l'instant dans une euphorie presque blasphématoire. Au fond de la vallée, dardant à travers les frondaisons, reposait la convoitée cité des Anguilles, à l'image d'un géant de pierre gris allongé là depuis des éons, en grande partie recouvert de végétation. Des colonnes d'une pierre grise, qu'il me serait bien impossible d'identifier, s'élevaient fièrement à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, leur contour aisément remarquable par la façon dont la lumière qui venait frapper les colonnades était réfléchie dans toutes les directions, en une myriade de rayons irisés. Bien qu'estomaqué par le spectacle, le désir d'observer ces ruines antiques de plus près reprit rapidement le dessus. Il ne m'avait pas fallu plus d'1 heure pour atteindre le pied des premières colonnades plongées dans l'obscurité perpétuelle des sous-bois, et j'avais alors, déjà, le sentiment que j'allais vivre le point culminant de mon existence, la raison même qui pousse les hommes à l'exploration, le but d'une vie de voyage sous le sceau de la curiosité et des connaissances. La découverte historique de celle qui grave votre nom à jamais pour les générations futures, de celle qui change le monde des hommes. Parmi les végétaux épais tapissant le sol de la jungle, un dallage abscon aux formes géométriques inédites s'étendait devant moi. Fissuré de toutes parts, aux contours ébréchés, la vigueur des racines des immenses arbres le recouvrant ne laissait aucun doute possible sur son ancienneté. Sa construction précédait l'Empire et la construction d'Aldorf. Par Sigmar. Les carreaux aux couleurs chatoyantes, qui n'avaient par je ne sais quelle félicité pas perdu de leur splendeur, avaient probablement été posés lorsque le monde était encore jeune et que cette jungle n'était qu'un simple bosquet. Je laissai aller mon regard sur les formes biscornues qui formaient pourtant un dallage parfait, qui s'enfonçait dans les buissons un peu plus loin. Derrière 2 énormes troncs en porte-à-faux, j'aperçus un pan de maçonnerie à quelque 3 mètres de hauteur. M'ouvrant un chemin à coups de machette frénétique, je dépassai les 2 Golgoths pour découvrir l'entrée du temple titanesque, dont j'avais repéré les colonnes depuis les hauteurs. Bien qu'ayant déjà une bonne idée de sa taille, puisque je l'avais observé depuis les hauteurs, l'impression écrasante qu'il me fit en m'approchant de sa structure me laissa le souffle court. Mon cœur battait la chamade. Il était à la fois terriblement primitif, antique, et j'avais pourtant l'impression que les pierres nouvellement taillées, ayant servi à le construire, sortaient tout juste de la carrière. Quelqu'un ou quelque chose l'entretenait-il religieusement? En ce cas, comment expliquer la végétation et les piliers cassés? Tout cela était fort intrigant. Au pied de l'immense mur qui formait la face sud du ziggurat lustrien, je me voyais accueilli par 3 fresques cheminant tout le long de la structure. Parallèles les unes par rapport aux autres, elles se superposaient à différentes hauteurs. La première se trouvait bien à 3 mètres et demi de hauteur, et faisait un bon mètre de large, si je ne m'abuse. Bien qu'il faille le dire, je n'ai jamais eu le compas dans l'œil, et je manquais cruellement d'outils adéquats pour assurer la véracité de mes dires. Elle avait été intégralement burinée, martelée ou fracassée. Ce vandalisme déchirant l'avait ravagée sur toute sa longueur. Et il en allait d'ailleurs de même pour la seconde fresque dans une moindre mesure. Néanmoins, 2 bandes de gravure subsistaient au-dessus
et en dessous de la pierre fracassée. Je suis prêt à parier, cher lecteur, qu'il s'agissait d'enluminures, qui devaient à une époque mettre en valeur le message principal aujourd'hui disparu. Et quel spectacle! Il est difficile de décrire précisément la beauté à la fois primitive, ancestrale, mais aussi exquise, étrangère, oserais-je dire, céleste, de ces hauts reliefs. On eût dit qu'elle représentait deux serpents, ou peut-être des anguilles, constellés de formes géométriques étranges. En les parcourant des yeux, j'avais l'impression que les sculptures bougeaient avec mon regard, se mouvant gracieusement entre les pierres précieuses chatoyantes qui constellaient la matrice dorée de ces deux ligatures. Les deux figures valsaient, virevoltant dans les airs comme deux hirondelles folâtrant dans une parade nuptiale. J'aurais juré qu'elles avaient quitté le mur solide pour prendre possession de l'espace environnant. Je ne sais pas combien de temps je restais à les contempler, absolument hypnotisé par leur ballet prodigieux. J'aurais vendu mon âme aux puissances de la ruine pour avoir une chance de poser les yeux sur la fresque manquante. Un bruit de fougères avoisinant me sortit de ma torpeur, et je me rendis compte qu'il était déjà tard. Plongé dans une contemplation hagarde, le soleil narquois avait filé dans le ciel comme pour me jouer un mauvais tour, et ses rayons ne dardaient plus que faiblement à travers le feuillage. Il me fallait retourner au campement au plus vite, si je ne voulais pas être pris dans la nuit terriblement dangereuse de cette forêt. Tandis que je m'éloignais à grands pas de la ruine, avec la ferme intention d'y revenir le lendemain aux premières lueurs, mon regard fut attiré par une forme indécise, cachée parmi les branches hautes d'un acajou. Pendant une seconde, j'aurais juré avoir vu un gros lézard me fixant du regard. Toutefois, l'impression s'estompa aussitôt que je clignai des yeux, et la forme que j'avais fantasmée avait disparu. J'étais encore tout cotonneux de la représentation immobile qui s'était jouée devant mes yeux, et j'attribuais ce mirage à une sorte d'apathie persistante. À l'aube, j'étais déjà prêt à partir comme un gamin ragaillardi à l'idée d'une espièglerie imminente qu'il aurait fantasmée toute la nuit. Je dévalai la pente presque en courant, prenant des risques qui, avec le recul, me paraissent bien insensés. Au pied de l'édifice, je retrouvai les sculptures de la veille. Bien que l'expérience avait été enivrante, je me promis d'étudier d'abord les deux bandes restantes avant d'examiner de nouveau les enluminures dorées. La seconde bande de gravure se trouvait à 2 mètres du sol environ. Elle avait connu le même sort que sa consoeur au-dessus, défigurée et presque intégralement arrachée au mur. Il y avait cependant 2 différences notoires entre les deux. Tout d'abord, celle-ci ne possédait aucune forme, aucune fioriture l'entourant. Tout autour, la paroi était incroyablement lisse, malgré le passage indéniable du temps. De plus, point d'or ni de saphir en vue. Ensuite, il restait quelques bribes de la gravure principale, çà et là. Ces inestimables fragments de savoir portaient des écritures magnifiques et, de toute évidence, elfiques. Mes nombreux voyages à travers le monde m'ont béni d'un certain talent pour reconnaître les alphabets exotiques des civilisations non impériales. Le khasalide, le cathéen, ou encore, dans ce cas précis, l'eltarin, bien que sa forme variait des textes que j'avais eu l'occasion d'observer. Par-dessus tout, les lettres faisant le dos rond sur le marbre poli avaient été gravées avec une harmonie et une précision dépassant l'entendement, éloge d'un savoir que je n'avais retrouvé nulle part ailleurs. Les lignes précises, la surface aussi dépourvue d'aspérité que du cristal,
donnaient à ces simples textes une dimension artistique indéniable. C'était de toute beauté. Je me maudis de n'avoir jamais appris les bases de l'eltarin, bien qu'après coup, je ne sois pas sûr que des bribes de connaissances dans ce langage m'eût été d'une quelconque utilité pour ces écrits particuliers. Comme je le soulignais précédemment, des fragments de marbre gravés constellaient çà et là la bande de roches décapées sur toute la longueur de la façade. Après les avoir admirés un temps, et devant le fait accompli qu'avec mes connaissances actuelles je n'en tirerais rien, je me décidai à passer au dernier bas-relief. Situées à mi-hauteur d'homme, ces gravures sont, sans aucun doute possible, le ticket qui me permettra de rejoindre les grands de ce monde dans l'esprit collectif de l'humanité. Paradoxalement, elles sont à la fois les plus intéressantes et les plus complexes, mais aussi les moins travaillées des trois bandes. Lorsque je disposerai d'un bureau plus confortable qu'une vieille bûche posée en travers d'un tas de paille odorant, je compte m'employer à les décrire de manière plus exhaustive. Pour l'heure, et tandis que j'attends le navire qui me ramènera vers le monde civilisé, un résumé succinct de ce que l'on peut y voir fera l'affaire. Tout d'abord, ce ruban décoratif est, semble-t-il, complet. Les bas-reliefs qui le parcourent courent sur toute la surface et s'enfoncent ensuite dans les ruines par une embrasure surmontée d'une arche en pierre garnie de têtes reptiliennes vicieuses. Il est constitué d'une suite de pastiches rectangulaires représentant l'histoire de ce lieu, agrémentés de textes dans une langue qui m'est inconnue. Ces représentations sont bien plus grossières que les vestiges des deux bandes supérieures. L'on peut y voir, çà et là, les marques des coups de burin formant des angles saillants disgracieux. Elles semblent également moins anciennes. Attention cependant, lorsque je dis que ces représentations sont grossières, je parle en comparaison des chefs-d'œuvre absolument bouleversants qui ont dû décorer le reste du mur. Je suis persuadé que la fresque dantesque que j'observais alors aurait parfaitement eu sa place dans le Palazzo Bargello, aux côtés de l'immense tableau du légendaire tranche-bête tiléen Itzilio Ricci. Nonobstant le soleil lustrien qui projetait les ombres terribles des sculptures et me réchauffait la nuque, je frissonnais. Devant moi se jouaient, semblait-il, les premières heures de la planète et la création de la vie elle-même. Je prie pour qu'aucun répurgateur ne soit pris d'envie pyromane en lisant ces quelques pages, tant elles vont à l'encontre des dogmes sigmarites ou de ceux de l'ancienne croyance, pour ce que cela changerait. Le premier cadran représentait de grandes structures oblongues, aux excroissances aiguës, au-dessus d'une sphère parfaite percluse de nuages et de reliefs, que l'on pourrait raisonnablement deviner comme étant notre planète. Le second les dépeignait plus proches du sol, et je pouvais y observer avec un sens du détail époustouflant d'immenses forêts. Le troisième montrait les formes posées sur le sol, comme de grands navires à la cale ouvrable. Des individus abscons, couronnés d'une auréole 2 fois plus large qu'eux, y étaient dépeints. Ensuite, par un procédé que je n'arrivais pas à comprendre malgré le sens du détail impressionnant des gravures, je les voyais faire apparaître, ou peut-être bien créer, des anthropomorphes hideux et lipidiques qui tenaient autant de l'humain que du crapaud. Apparaissaient ensuite d'autres êtres de tailles diverses, tenant plutôt du lézard. Mon cœur tressaillit lorsque je me rendis compte que l'un d'eux correspondait trait pour trait à la forme qui m'observait le jour précédent, et dont je m'étais persuadé de l'inexistence.
Les alentours me paraissaient soudain hostiles, et je me retournai pour faire face au jacassement permanent de la jungle, croyant y distinguer désormais l'annonce d'un funeste sort, empalé sur une pique ou fléché, le corps abandonné là pour pourrir parmi les ruines humides. Une partie de mon être m'ordonnait de déguerpir. Mais, comme toujours lorsqu'il s'agit de ma personne, la curiosité reprit le dessus. Je désirais ardemment étudier le reste des sculptures. Ainsi, après de nombreuses minutes, je me remis à mon examen. La gravure suivante dépeignait les sauriens, abattant par dizaines des dragons, identiques aux légendes des temps anciens, et des espèces de vers gigantesques bardés de dents et d'écailles, à l'aide d'armes inconnues. Puis vint la partie fatidique. Les grosses grenouilles difformes produisirent de nouvelles espèces humanoïdes, ma foi très reconnaissables. Tout d'abord des elfes, puis des nains, des halflings, et enfin, Sigmar me garde, des humains. Cette vision de notre origine bouleverserait les théories les plus folles des théogonistes et des académiciens de l'Empire. Cela n'avait aucun sens, et, à dire vrai, j'aurais pris ces images comme des divagations démentes, si elles ne montraient pas des nains, qui, à notre connaissance, n'ont jamais foulé le Nouveau Monde. Et certainement pas à cet âge reculé. De plus, la qualité de la construction, des figures et des formes associées à une ancienneté qui ne faisait aucun doute, forçait une certaine crédulité. Je me sentais bouleversé. Aussi je décidai de rejoindre mon campement pour y réfléchir. Je pris finalement la décision de rester explorer le site aussi longtemps que me le permettraient mes vivres. Au diable l'embarcation qui m'avait déposé ici. J'attendrai la prochaine au village côtier, même si ceci me prendrait des mois. Et ce fut le cas. Mon travail ici était trop important. Au cours des jours suivants, j'examinais l'intégralité des fresques murales extérieures, et je commençais à m'enfoncer dans la pyramide rocheuse, toujours aussi effaré par la maestria des lieux. J'eus à de nombreuses reprises l'impression de capturer du regard, pendant une fraction de seconde, la silhouette du saurien dans la végétation. J'avais fini par me résoudre au fait qu'il était probablement réel. Mais je finis par m'en accommoder. Il ne semblait pas agressif, et je prenais le plus grand soin à ne pas toucher les gravures murales, pour ne pas m'attirer son courroux. Les cadrans dépeignaient des actes tous plus invraisemblables les uns que les autres, et je n'en donnerai point ici la liste exhaustive, même si quelques exemples sont de rigueur. Formation des continents, création d'une grande île au large du vieux monde, construction de structures sibyllines aux antipodes du monde. Si ces sculptures retranscrivaient la vérité, ces êtres venus des étoiles, aidés de leurs serviteurs amphibiens, accomplissaient des actes proprement prodigieux. Ils veillaient sur les différentes espèces avec une attitude maternelle, à l'exception d'une figure humaine, clairement représentée différemment, à leur hauteur. Tal, ou une divinité encore plus ancienne oubliée de tous peut-être. Toujours est-il que ce temps de prospérité était voué à disparaître. Les cadrans suivants racontaient la chute de ces créatures exceptionnelles. Ils étaient sculptés avec une rage démente, une tristesse infinie palpable même à travers la pierre inanimée.
Les arches construites au pôle étaient montrées explosant, relâchant un flot abominable de créatures diaboliques. Ces bêtes, qui sortaient tout droit des enfers, ravagèrent le monde. Il est à noter qu'à partir de cet instant, les êtres venus d'ailleurs ne seraient plus jamais représentés. Toutes les races luttaient en vain pour leur survie. Tandis que je m'enfonçais dans la structure, des scènes de massacres sans nom se jouaient de toutes parts. Les deux bandes supérieures abîmées avaient disparu, laissant la place à la bande inférieure de s'élargir, recouvrant ce qui avait été des décorations sophistiquées, qui dépassaient par petits morceaux çà et là, écrasés par la fresque macabre. Enfin, j'atteins une partie du mur où était clairement représenté Xel'Tanoktak. On y voyait les sauriens et les semi-hommes faire face aux démons, dirigés par un monstre abominable, fusion d'un humain titanesque et d'un corbeau funeste aux ailes de chair, enveloppé d'un nuage malveillant. Contrairement au cadran précédent, qui était entouré de symboles indéchiffrables, une suite de signes uniques de grande taille trônait en en-tête de la case, sculpté avec une rage encore plus résolue que partout ailleurs. À ce stade, et malgré le caractère incongru de ma théorie, je pensais savoir qui avait travaillé la pierre de ces ruines, tout du moins la partie basse. Aussi je décidai de noter ce mot à la craie sur une pierre. À peine la pointe traçait les premiers glyphes, que je fus pris de violentes nausées. Des visions démentielles m'accablèrent. Je persistais, empli d'une volonté inconnue, comme si le sort de civilisations entières reposait sur ce simple acte. Malheureusement, mon corps épuisé par plusieurs semaines de bivouac me fit défaut. Je sombrais dans des ténèbres infinies. À mon réveil, je crus apercevoir au loin les pygmées, aux côtés d'un saurien immense. J'étais encore assailli de violentes hallucinations, et je ne sais toujours pas à ce jour si l'homme lézard était bien réel. Je mis plusieurs semaines à me rétablir au sein du village de Pygmées, qui prirent grand soin de moi. Les visions ne me quittèrent jamais vraiment, et j'avais définitivement perdu une partie de mon acuité visuelle. Lorsque j'en eus la force, je repris mes notes. Le long mot interdit était incomplet, mais j'étais bien incapable de retourner dans les ruines. Fort de la déduction que j'avais faite là-bas, je pris mon courage à deux mains et j'allai demander au chaman du village de lire ce morceau de mots, afin de pouvoir en écrire la traduction phonétique. Et il semblait que j'avais vu juste. Ce langage était bien le leur. Fascinant. Même si je ne les comprenais pas, je pense qu'au fil des âges, ils avaient oublié la présence de ce temple enfoui, ou bien peut-être qu'ils l'évitaient pour une quelconque raison. Peut-être les sauriens leur interdisaient-ils. Peut-être ce morceau d'histoire leur était-il trop douloureux. D'ailleurs, je ne savais toujours pas comment j'avais rejoint le village, et je ne parvins pas à lever ce mystère avant de partir. Toujours est-il que l'ancien ne paraissait pas connaître ce morceau de mots, et il s'appliqua à le lire. Les maux de tête reprirent, les tremblements, et je me dépêchai de noter les phonèmes, avant de sombrer de nouveau. Étrangement, la sorcellerie de ces paroles immondes ne les affectait pas, alors que le simple fait de me les prononcer mentalement me tiraillait le cerveau.
Je n'écrirai pas ces symboles méphitiques ici, ni leur traduction phonétique. Je pense confier la pierre où je les ai tracés au prix de ma santé dans un lieu saint, où des gens qualifiés pourront le garder en sûreté et en faire usage avec sagesse. Ainsi se terminait mon fabuleux voyage. Au prix de sacrifices énormes, j'allais pouvoir rejoindre le vieux monde, révolutionner la vision qu'a l'humain de son passé fabuleux, et faire graver mon nom en lettres d'or au panthéon des explorateurs. Je clôture cet ouvrage alors même que le galion accoste.